tous, bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Jean-Philippe. Jean-Philippe. C'est bien Jean-Philippe. Comme tu veux, Jean-Philippe. On profite du fait que tu viennes à Dole pour la première de Mackenzie à Dole, le module A. Je me suis dit que j'allais te proposer une interview pour te faire parler notamment de Mackenzie, puis te prendre ton avis sur différentes questions d'actualité, un petit peu chaudes éventuellement pour la profession. Et voilà, comme toute interview, étant donné que c'est fait dans un cadre d'un organisme privé, j'ai forcément des conflits d'intérêts. Donc je répète, je suis Mathieu Loubière, je suis co-gérant et en plus intervenant au sein de GMK, ce qui fait un paquet de liens d'intérêt. Et par contre, j'ai aucun lien d'intérêt avec Mackenzie France, l'association française de Mackenzie, MDT. Ouais. Peut-être nous expliquer comment on peut dire maintenant. Voilà, et puis on va essayer de se faire un petit interview qui fait durer entre 45 minutes et 1 heure, je pense, pour parler de tout ça. Alors, qui es-tu, Jean-Philippe, pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il y en a encore qui ne te connaissent pas? Ah oui, je pense qu'il y en a plein qui ne me connaissent pas. Alors, je m'appelle Jean-Philippe de Neuville, donc moi je suis kiné. Je pratique en libéral depuis 10 ans maintenant, j'ai eu mon DE en 2008 à l'IFM4 Poitiers. Je travaille actuellement à Paris depuis 4 ans, dans un cabinet qui est plutôt orienté traitement des pathologies musculo-squelettiques. Moi j'ai une affinité un peu plus particulière pour le rachis, j'aime bien ça, on va voir un petit peu après. Mon parcours, alors à la suite du DE, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit en fait, parce que j'ai tout de suite enchaîné avec la formation de base en MDT. Il faut savoir qu'à Poitiers, il y a beaucoup de kinés poitevins sont formés à la méthode, donc j'ai pu voir pratiquer au cours de mes stages cette approche. Et il faut savoir qu'aussi beaucoup de chirurgiens et de rhumatos prescrivent directement, veulent la méthode Mackenzie pour leurs patients. D'accord. Donc disons qu'à Poitiers, c'est souvent quand on sort de l'école de kiné, c'est un peu, entre guillemets, pas un passage obligé, mais bon. Un peu le maillot dur, on va dire, au niveau national. Exactement. On pourrait dire ça. Et on va revenir historiquement sur le pourquoi c'est comme ça, et qu'est-ce que ça permet de faire maintenant. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça, j'ai fait la formation de base, j'ai été tout de suite assez séduit et assez mordu, donc j'ai voulu faire la formation avancée, que j'ai terminé en 2014, je crois. Ouais. La formation avancée, c'est quoi? C'est le diplôme international. Disons qu'en Mackenzie, il y a deux parties en fait. Il y a la formation de base, c'est 4 fois 4 jours, plus un examen qui dure une journée. Et après, il y a la formation avancée ou le diplôme, qui lui se passe en anglais. Donc la première étape, c'est qu'il faut avoir le niveau d'anglais. Donc il y a le TOEFL ou l'IELTS à passer, à avoir un certain niveau à ces examens-là. Puis après, il y a une partie théorique qui correspond à un semestre de cours par correspondance avec une université qui se situe en Écosse pour l'instant. Je crois qu'ils veulent changer, mais pour l'instant c'est en Écosse. Et après, il y a 9 semaines de stage sous supervision clinique. Donc moi je l'ai fait aux États-Unis, au Texas. Et après, il y a d'autres endroits dans le monde où on peut le faire. Et après, il y a un examen final qui n'est pas des moindres, puisqu'il y a 4 € d'une heure avec des instructeurs seniors, enfin ce qu'ils appellent seniors, des instructeurs avec plus de 10 ans d'expérience, et ou des chercheurs qui ont publié les articles que vous êtes en train de citer devant eux. Donc en fait, on peut difficilement fureter, quoi. Et donc ça, j'ai fini ça en 2014. En fait, le truc qui est cool avec la formation avancée, c'est que ça nous valide un semestre à l'université de Dundee, en fait, un master du semestre, un semestre du master de sciences en kinésithérapie, en physiothérapie. Et donc j'ai enchaîné derrière, j'ai fait les 3 autres semestres, plus le travail de mémoire, que j'ai terminé cette année, enfin que j'ai terminé en 2017, là j'ai été diplômé en octobre ou novembre 2017. Et donc voilà, après pour le parcours, après j'ai fait plein d'autres formations, enfin je me forme assez régulièrement, j'ai fait plein d'autres formations plutôt courtes, en thérapie manuelle, orthopédique, j'ai fait 2 pré-modules de Maitland, j'ai fait Mulligan en membre inférieur, j'ai fait pas mal de formations, on va dire evidence-based, sur la communication et l'éducation des patients. D'accord. J'ai fait des formations en entretien motivationnel, il y en a peut-être qui m'ont vu en présentation au JFK ou au CIFEPK sur l'entretien motivationnel, que j'aime beaucoup aussi. C'est venu pas mal à la SPB, non? Ou une fois, je sais plus. Vous parlez du... Ouais, je suis venu 2 fois. Je suis venu 2 fois à la SPB. J'ai parlé une fois du coude et une fois, il y a 15 jours là, pour parler des hernies discales et conflits disco-radiculaires. Donc là, ça va être le sujet de mes recherches dans le futur. Donc je suis venu parler de ça un peu, c'était cool. D'accord. Donc voilà, j'ai fait plein d'autres formations avec pas mal de, entre guillemets, de grands noms de gens assez connus en thérapie manuelle ou en traitement des pathologies musculo-squelettiques avec Peter O'Sullivan, Mike Stewart, Jill Cook pour les tendinopathies, tout un tas de trucs comme ça. Donc je me forme, je fais généralement 3-4 formations par an à peu près. D'accord.
Et donc, voilà. Et là, actuellement, je suis en train de terminer un DU de biostatistique pour préparer la thèse que je vais débuter l'an prochain. Ok. Donc, praticien libéral, instructeur. Ouais. Même pas si tu oui, j'ai pas dit, oui. Ça, d'ailleurs, il faut que je le dise parce que c'est un lien d'intérêt aussi. Toi, tu l'as fait, il faut que je le fasse aussi. Depuis cette année, en fait, je suis instructeur par moi-même. Parce que dans le cursus pour devenir instructeur, il y a toute une partie où on est sous supervision. Donc là, maintenant, j'ai terminé la supervision l'an passé. Et donc, j'ai débuté en janvier mes premiers cours. Donc là, ça va être le 4e ADOL que je fais. Et donc, forcément, j'ai un lien d'intérêt avec l'Institut Mackenzie puisque je suis rémunéré quand je donne des cours. D'accord. Voilà. Donc libéral, instructeur, tu es un formateur en IFMK aussi? J'interviens alors ponctuellement, j'interviens à l'IFMK de Dijon pour donner l'initiation à la méthode Mackenzie. Et depuis cette année, je fais les cours de méthodologie de recherche qualitative à l'IFMK d'Assas. Ah super, d'accord. Ok. Et donc, projet de thèse? Ouais. Alors, projet de thèse qui avance bien, là, je débute une carrière de chercheur, j'aimerais bien réussir à pousser là-dedans, donc ça va dépendre de pas mal de paramètres. Ça, c'est le côté cool de Poitiers, c'est que beaucoup de chirurgiens sont habitués après Sally Mackenzie, ont vu ou ont été traités en Mackenzie, et dont, par exemple, le chef de service de neurochir à Poitiers, de l'unité rachis de neurochir en fait, c'est que la neurochir à Poitiers, ils ont vraiment séparé les deux, rachis et la neurochir plus classique. Et dans l'unité rachis, il y a une particularité, c'était le premier service en France à faire bosser ensemble des chirurgiens orthopédiques et des neurochir, chose qui ne se faisait pas avant, maintenant qui se fait, mais qui ne se faisait pas avant. Et donc le chef de cette unité-là, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, qui maintenant est même un ami assez proche, puisqu'on se connaît depuis maintenant plus de 10 ans, ça fait plus de 10 ans qu'on échange. Et depuis quasiment dès le début, dès que je commençais à partir dans cette logique là d'aller me former à l'étranger et tout, on a discuté sur de futurs projets de recherche. Donc là maintenant que j'ai le niveau, on va dire, clinique pour le faire, par le diplôme, j'ai les bases administratives et académiques pour le faire, donné que j'ai le master plus des stats. Je commence à avoir ces bases-là pour pouvoir m'inscrire en thèse. Et donc, on en a discuté depuis 2 ans maintenant là, sur le fait que j'aille faire une thèse dans son laboratoire, parce qu'il possède aussi un laboratoire de recherche clinique. Vous avez pu le voir au JFK, il était venu présenter des trucs qu'on avait fait ensemble, qu'on avait commencé à faire ensemble. Son nom, Philippe Rigoire. D'accord. Et donc là, on a déposé il y a 15 jours ou 3 semaines une lettre d'intention pour un PHRIP, donc un projet hospitalier de recherche infirmier et paramédical. Donc c'est la Direction Générale de l'Organisation de la Santé qui finance ce genre de projet pour des projets de santé. Donc il y en a pour les médecins et il y en a aussi pour les paramédicaux. Et donc là on a déposé la lettre d'intention. Donc on a un délai d'attente pour voir si on a les sous ou pas. Et si on a les sous, si on est financé, auquel cas je pourrais débuter mon projet de recherche et ma thèse se greffera dessus, puisque en fait il y aura un versant clinique sur lequel on va tester l'efficacité d'une approche MDT pour des patients qui ont une indication chirurgicale, donc des patients qui viennent consulter dans l'unité rachis avec un conflit disco-radiculaire avéré à l'IRM, des signes radiculaires et au moins 8 semaines de délai, les délais classiques que l'HAS demande avant de prendre une décision chirurgicale, donc des patients qui correspondent à ces critères-là. Et on va leur reproposer 8 semaines de traitement conservateur en testant ou une kiné active, où on va donner des exercices mais non spécifiques aux patients, où il y aura des protocoles standards à respecter, ou une approche spécifique centrée sur le patient et basée sur la méthode Mackenzie et sur les principes qu'on enseigne. Et on comparera l'efficacité à 1 an, et la mesure de résultat principale, ce sera le taux de chirurgie. Donc on va comparer le taux de chirurgie dans le premier groupe versus le deuxième groupe, avec des mesures secondaires en termes de douleur, d'incapacité, qualité de vie, de retour au travail, toutes les mesures classiques qu'on peut retrouver dans ce type d'études-là, en mesure de résultats secondaires. Et parallèlement à ça, il y aura une analyse médico-économique qui sera faite pour voir l'impact. Pour voir l'impact, parce que c'est ça, là c'est le nerf de la guerre, quoi. Bien sûr, évidemment. Pour voir l'impact de l'une ou de l'autre de thérapie sur l'aspect santé. Donc ça, c'est tout le versant clinique que je vais faire avec le laboratoire de recherche de Philippe, qui est un laboratoire de recherche clinique. Mais en parallèle, ma thèse sera hébergée également par l'Institut Péprime, qui est un laboratoire de recherche en mécanique des matériaux et biomécanique à l'Université de Poitiers. Il y a une grosse école d'ingénieurs qui s'appelle l'ENSMA à Poitiers, donc ils sont rattachés à cette école d'ingénieurs. Et ils ont un département matériaux du vivant, en fait, et biomécanique du vivant.
Et donc je vais faire ma thèse, ma thèse sera faite en parallèle de sera hébergée par ce laboratoire-là aussi. Et on fera une analyse biomécanique de ce qui se passe chez le patient lorsqu'on lui fait un traitement MDT ou pas en fait. Est-ce qu'il y a des choses qui vont... parce qu'il y a une théorie derrière l'amélioration des symptômes qu'il peut y avoir, qui est la modèle discale, qui est fortement chahutée, qu'il y a des preuves qui vont dans ce sens-là, il y a des preuves qui sont un peu à l'opposé. Donc il y a vraiment un côté très contradictoire là, dans les données qu'on a actuellement en science sur cette origine de l'amélioration qu'on peut avoir chez nos patients, notamment sur les déconflits disco-radiculaires. Et donc là, je vais avoir une équipe d'ingénieurs qui vont bosser là-dessus. Et qui vont bosser là-dessus. Et puis c'est des putains de tronches. Et on va avoir accès à un IRM de recherche qui permet d'acquérir qui permet de faire des acquisitions à très haute définition, enfin chose qu'il n'y a pas normalement avec les IRM normaux. Et donc on va faire une analyse en parallèle en fait. De cette étude-là, on va faire ce qu'on appelle un design en case control. Il y aura des patients. On va prendre des patients qui vont s'améliorer, des patients qui ne vont pas s'améliorer, et on va aller voir ce qui se passe au niveau des disques pour essayer de faire des modélisations et voir si on peut prédire en fait la clinique, enfin s'il y a un lien déjà entre la clinique et l'anatomie, et s'il y a des choses qui sont prédictibles de l'un par rapport à l'autre. Donc ça va être le côté plus fondamental de la thèse. Donc il va y avoir deux versants. Ça va être un sacré morceau. Ça va être un gros morceau. Et il y en a un troisième que j'aimerais bien faire, mais ça je ne sais pas si on arrivera, si on y arrivera. C'est que j'aimerais vraiment faire le lien avec le côté psychosocial. Et il y a un comment ça s'appelle dans le laboratoire de Philippe, il y a un étudiant, enfin c'est pas un étudiant, il est en thèse de sociologie, en sociologie de la douleur. Et il est encadré par Gilles Le Breton, qui est le sociologue français sur la douleur, enfin la méga star. Et c'est un gars qui est ultra brillant, Nicolas, enfin le gars qui est en train de faire cette thèse-là. Et Philippe essaie de recruter une psychologue de la douleur également. Et donc dans l'idée, moi j'aimerais bien, alors je ne sais pas si ce sera faisable, parce que là pour le coup c'est assez ambitieux déjà, je pense que ça va être compliqué, mais dans ces patients qu'on a eu en case contrôle, c'est faire une analyse, faire des entretiens qualitatifs derrière avec le sociologue et le psychologue pour essayer d'aller prendre des informations sur les marqueurs sur des marqueurs que moi auquel cas je ne penserais pas, qui sont plus sociaux et psychologiques, et avec des gars qui savent vraiment faire ça correctement quoi. Et ça ferait une vingtaine d'entretiens qualitatifs à faire. Je pense pas que je pense que c'est réalisable, ça va faire beaucoup, mais on va voir. Grosso modo voilà, c'est un peu ce que j'ai en tête. Et j'ai rencontré déjà le chef du labo du laboratoire clinique, donc Prismatics, et le chef de labo de P', et les deux sont plus qu'emballés sur le projet. Et donc, on a de quoi s'occuper ces prochaines années. Ouais, là ça va être... je pense. Ouais. Du coup, on a évoqué plusieurs fois MDT, Mackenzie, ça m'ouvre une fenêtre pour continuer. Donc, première question, déjà on entend parler MDT, Mackenzie, c'est des termes qu'on rattache. Qu'est-ce que c'est que MDT et qu'est-ce que c'est que la méthode Mackenzie? Alors, en fait, normalement, la méthode Mackenzie, le terme méthode Mackenzie, c'est un abus de langage, on ne devrait pas l'utiliser. Parce que très rapidement, Mackenzie a voulu se détacher de ça et a baptisé, entre guillemets, son approche Mechanical Diagnosis and Therapy, diagnostic et thérapie mécanique. Parce qu'on utilise des mouvements pour soigner le patient. Donc lui, il raisonnait en termes de mécanique, c'est-à-dire que le mouvement, il y a direction et force, c'est deux paramètres mécaniques qui gèrent le mouvement. Et donc lui, il disait comment on gère des paramètres directionnels et des paramètres de force. Donc on fait de la mécanique. Donc lui, il disait je vais appeler ça thérapie et diagnostic mécanique, diagnostic et thérapie mécanique. Donc normalement, on ne devrait pas utiliser le mot méthode Mackenzie. Après, le truc, c'est que ça a été lui qui a fait les premières observations, c'est lui qui a mis tout en place, et donc forcément, immanquablement, son nom se retrouve rattaché un petit peu à ça et a été connu par ce biais-là. Mais normalement, on devrait parler que de MDT. Il y a un changement, je trouve, en France, j'ai l'impression, entre autres par les réseaux sociaux et le fait que le groupe MDT se développe, j'ai l'impression que ça commence à changer un petit peu. On entend beaucoup plus MDT qu'on entendait il y a 10 ans. Quoi. Exactement. 10 ans, on entendait Mackenzie. Oui, c'est ça. Et surtout, il y a cette volonté, en fait, mais c'est commun, je pense, à un peu tous les courants qu'on peut trouver en kinésithérapie, voire en médecine en général, à essayer d'enlever les noms propres des approches, des techniques, des tests. Ça fait...
je trouve que baptiser un test ou une approche par son nom, ça fait un peu flatteur d'ego. Un petit peu, les médecins, les chirurgiens veulent placer des noms pour laisser voilà, il y a un peu de ça, donc on essaye de sortir un peu de là-dedans, et voilà. Et de toute façon, maintenant, Mackenzie a fait les premières observations dans les années 50-60, il a mis en place entre guillemets, il a structuré une approche, mais depuis, ça a vachement évolué, et ça a bien changé, et ça change, et ça va être amené encore à changer. Il y a des théories qui ont été réfutées, il y a des théories qui sont en balance, un peu ce que expliquait le modèle discal, on va voir, ça se trouve, dans les résultats de ma thèse, ça a montré qu'il y a ce modèle-là, il n'est pas valable, et avec la qualité des recherches qu'on va essayer de mettre en place, normalement, ça pourra l'infirmer complètement, ou le confirmer complètement, et on verra à ce moment-là. Et en fait, disons que ça évoluera, et donc maintenant, c'est bien aussi de se détacher de cette idée que Mackenzie a dit que non. Mackenzie a fait des observations qui semblaient pertinentes à l'époque, certaines ont été confirmées, certaines ont été infirmées, ça évolue maintenant. Donc on sort de cette logique un peu Dieu le Père a dit que. Donc on va parler de MDT. On va essayer de parler de MDT. Après c'est difficile parce que la langue elle fourche facilement. Bien sûr. Tu as parlé des années 40-50, donc le bref historique 50, et surtout l'anecdote de naissance de l'approche, du coup, qui commence à être assez connue. Donc, Mackenzie, alors le MDT, on va essayer de rester, je vous ai dit, la langue fourche. Disons que les premières observations, c'est fin des années 50 à peu près. Il y a eu la méthode en elle-même, je pense qu'elle est vraiment sortie, la phase, on va dire, peu structurée, ça doit être dans les années 70, je pense, à peu près 70, début des années 80, je pense que c'était là où il y a eu un truc à peu près structuré, comme on peut trouver grosso modo à peu près maintenant. Donc à l'époque, Mackenzie, c'était un kiné néo-zélandais qui était thérapeute manuel, qui a fait les formations de Cyriax, de Keltenborn, qui était instructeur Keltenborn à l'époque. Il enseignait sur le rachis, et son meilleur pote Mulligan enseignait sur les extrémités. Je sais pas s'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent ça, mais je savais pas, moi. Mais Mulligan et Mackenzie sont diplômés de la même année en école de kiné, et ils ont été à la crèche ensemble, et ils habitaient dans la même rue. Donc marrant. Ils sont potes depuis, ils se connaissent. Potes, je sais pas, parce que c'est des gens avec deux forts égaux, donc je sais pas s'ils étaient potes, mais ils se connaissent depuis qu'ils sont tout gamins. Et ils ont monté, alors ils faisaient partie des membres fondateurs de la Société néo-zélandaise de thérapie manuelle. Et à l'époque, Mackenzie enseignait sur la colonne et Mulligan enseignait sur les extrémités. Et en fait, Mackenzie était déjà plutôt connu pour traiter les problèmes de dos, de par son statut d'enseignant et de par en fait ses formations qu'il avait pu faire en thérapie manuelle. Et donc il avait déjà une approche relativement spécialisée sur les problèmes de dos et les problèmes de dos persistants. Et il avait plus ou moins de résultats avec ses patients. Enfin, il y avait des patients qui l'amélioraient très bien, des patients qui n'amélioraient pas. Et donc, bref, il était pour l'instant assez satisfait de ses approches. Et il parle d'une anecdote. Alors, je ne sais pas si ça s'est passé exactement comme ça, ou s'il l'utilise pour la légende, je n'en sais rien. En tout cas, il le présente comme ça. Il explique qu'en fait, un jour, il y a un monsieur qui vient, il ne se rappelle plus de son prénom, donc il appelle Monsieur Smith, qui vient pour un problème de sciatalgie avec une douleur qui descend dans le pied et qui est présente depuis quelques temps déjà. Donc Mackenzie met en place ces traitements qui sont essentiellement passifs à base de thérapie manuelle et de tout ce qu'on peut trouver à l'époque, de physio-antalgique qui était présente qui était présente à l'époque. Et en fait, il avait des résultats plutôt mitigés avec ce patient-là. Ça faisait partie des patients qui n'arrivaient pas forcément trop à améliorer. Et donc, au bout de 2-3 semaines, le patient est toujours au même stade. Et ce patient se pointe pour sa séance hebdomadaire, pour la séance qui était programmée. Et Mackenzie était un peu en retard, il devait être en train de faire des papiers ou de finir avec un patient. Et il lui dit, Monsieur Smith, installez-vous comme d'habitude, j'arrive. Oui. Et le patient précédent était un patient qui avait un problème de membre inférieur, et donc la table était en position semi-allongée avec le dossier redressé. Et là, Monsieur Smith, pas forcément très malin, se dit il m'a dit de m'allonger comme d'habitude, je m'allonge comme d'habitude sur le ventre sur la table. Et il s'allonge en posture d'extension, en fait, avec le dossier relevé. Et donc 5-10 minutes se passent, Mackenzie arrive dans la salle, et il voit le patient et il fait
oh la vache. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, l'extension était complètement prohibée. On n'avait pas le droit de faire d'extension sur les lombalgiques. On pensait que ça impactait les facettes, que ça réduisait les trous de conjugaison, que ça fermait le foramen, on prédisait maintes et maintes mots à l'extension. Et donc Mackenzie, en étant un bon praticien, était au fait de tous ces trucs-là, et voit le patient dans cette position-là, il fait « oui. Et là, le truc, il a ce côté très british, Mackenzie, si vous pouvez voir des interviews de lui, c'est vraiment sympa. Il a un côté très british, donc j'imagine très bien, plein de flegme, m'a demandé au patient « Pouvez-vous descendre de la table, s'il vous plaît ?» tout en gardant son calme, son sérieux, alors qu'à l'intérieur, c'est le carnage. Et le patient descend, et là, Mackenzie lui demande « Comment allez-vous ?» Et le patient lui répond « Bah écoutez, ma douleur de jambe, je la sens plus. J'ai plus la douleur de jambe, là, j'ai mal dans la fesse, là, mais j'ai plus du tout de douleur de jambe. » Donc là, Mackenzie peut répondre, lui fait « Ok, c'est bon, c'est fini pour aujourd'hui, on a fait ce qu'il fallait faire, je vous renvoie demain. » Et il le renvoie à la maison. Et le patient revient le lendemain, et la douleur n'était pas redescendue dans la jambe, elle était restée en haut. D'accord. Et donc là, il s'est dit « Ok, on me dit de ne pas faire d'extension, mais là, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai réussi à faire changer quelque chose chez ce patient-là. Est-ce que c'est lié au hasard? Est-ce qu'il y a vraiment un truc ?» Il a réinstallé le patient dans la même position, et là, pour le coup, il a fait remonter la douleur jusque dans les lombaires. Et en 2-3 sessions comme ça, de posture d'extension, il a réussi à abolir complètement la douleur chez ce patient-là. Donc, il y a plein de gens qui vont dire « Ouais, cool, il a trouvé l'extension. » En fait, non, sa trouvaille, c'était pas l'extension. Sa trouvaille, c'était ce côté de la douleur qui remonte le long de la jambe pour venir se loger, entre guillemets, au point de départ. Ce qu'on appelle la centralisation. Et ça, c'est la grosse trouvaille de Mackenzie. Parce que forcément, après Mackenzie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis tous ses patients en extension. Donc, il y en a certains qui se sont améliorés, il y en a certains qui n'ont pas changé, et il y en a un certain paquet, je pense, un bon tiers qu'il a bien dû aggraver correctement. Et donc il s'est rendu compte que ok, l'extension c'était bien pour certains, mais pas forcément bien pour tous. Par contre, quand les patients s'amélioraient, il observait ce schéma-là, de douleur qui remonte dans la jambe. Et il s'est dit, tiens, si ça marche avec l'extension, pourquoi ne pas tester d'autres mouvements chez ceux chez qui ça ne marche pas? Et il s'est mis à tester les glissements latéraux, les rotations et les flexions. Et il s'est rendu compte que chez beaucoup de patients, quand ils voyaient ce mouvement de la douleur, que la douleur pouvait remonter dans la jambe, eh bien, il avait plutôt des bons résultats. Et quand à l'inverse, la douleur descendait dans la jambe, même si elle diminuait, il avait plutôt des mauvais résultats. Et il s'est rendu compte que la topographie de la douleur avait plus d'importance dans le pronostic et dans le fait de marquer que le traitement est efficace que l'intensité de la douleur. Et donc, il s'est mis à utiliser ça. Et il s'est mis à travailler de cette manière-là, et ça a été sa première grosse observation. Sa deuxième grosse observation, qui a été vraiment, je pense... alors, ça peut paraître un peu léger maintenant, mais à l'époque, c'était une énorme révolution. Il faut savoir qu'à l'époque, les traitements étaient uniquement passifs, et quasiment que passifs. Il y avait personne qui donnait des exercices aux patients, très très peu, c'était rarissime. Et c'était d'abord on fait la thérapie manuelle, et après on donne des exercices. C'était rare de donner des exercices d'entrée de jeu aux patients. C'était plus dans une démarche de gymnastique médicale, c'est ça. Qui suivait la phase, une fois que tu es souple, tu peux travailler. Exactement. Et là, Mackenzie, lui, il a fait une observation encore toute con, et celle-là, elle n'est pas connue du tout, mais celle-là, elle est vachement bien. C'est qu'à l'époque, Mackenzie, en doc, il utilisait principalement que les postures avec ses patients. Et à un moment, il s'est retrouvé avec 2 patients à la fois, qui avaient le même type de problème, qui avaient besoin d'extension. Donc il y en a un, il l'a mis sur la table, et l'autre, il lui a dit, tu pousses sur tes bras, tu gardes les bras tendus le plus longtemps possible, puis quand tu fatigues, tu descends, puis tu recommences. Et il s'est mis à faire des mouvements répétés, et il s'est dit, tiens, mais il n'y a pas besoin de moi pour le faire, il peut le faire à la maison. Et il s'est mis à donner des exercices à la maison. Et il s'est rendu compte que quand il donnait des exercices à faire à la maison aux patients, il avait encore plus de résultats que quand il venait le faire en séance chez lui. Et donc il s'est dit, putain, mais en fait, ce qu'il faut faire avec les patients, c'est trouver les moyens de leur filer les exercices pour qu'ils les fassent à la maison. Ça va d'autant plus vite. Et surtout, il s'était rendu compte, chose qu'on a maintenant très bien documentée scientifiquement, c'est que les lombalgies sont récurrentes. Ouais. Et que le patient, à partir du moment où on lui a appris comment faire, il est capable de se démerder tout seul pour les fois d'après. Et les récurrences ont beaucoup moins d'impact par la suite. Et donc ça a été également un des premiers à comprendre ce truc-là, et à comprendre le pouvoir de l'exercice, le pouvoir de l'autonomisation du patient et le pouvoir de l'éducation. C'est des choses qui maintenant semblent logiques, mais à l'époque, ça lui a valu de sérieuses prises de bec, et notamment Mackenzie ne fait pas partie... Alors je sais que tu as une question sur la TMO et le MDT. Mackenzie s'est scindé de l'IFOMT à une époque où c'était un des membres moteurs. Je sais pas s'il était un des fondateurs, mais en tout cas c'est un des membres moteurs à un moment. Mais il s'est scindé de ça parce que justement lui,
était parti sur l'idée il faut faire des exercices sur patient, il faut faire des exercices sur patient. Et il s'est un peu heurté à la résistance à l'époque des gens qui disaient non, la thérapie manuelle c'est mieux, nous on est meilleurs, etc. Le patient il a besoin de nous. Et il s'est un peu heurté à ça, il s'est barré. Bon, il avait un fort caractère aussi, McKenzie. Je pense que ouais, ça a dû vite le gonfler et il est parti de son côté, quoi. Mais voilà, ça c'est vraiment, je trouve, c'est entre guillemets, c'est deux grosses trouvailles. La centralisation, donc ce côté, la douleur qui remonte dans la jambe, et le deuxième côté un peu autonomisation, éducation du patient, essayer de lui donner les clés pour qu'il s'améliore. Ça, c'était vraiment un des tout premiers à avoir parlé de ça de cette manière-là. Et puis, en t'écoutant, il était quand même Kaltenborn qui, à mon sens, quand même une approche Housserias, une approche vachement basée sur le biomécanique et le médical. Et on a des prémices de la réponse clinique là. Ouais. Et, à l'époque, tu sais mon appétence pour Maitland, donc pour une réponse clinique aussi. Du coup, je me dis c'est cool parce que il y a ce truc-là moi que je vois ressortir, c'est-à-dire qu'on se fie à comment répond le patient et pas vraiment dans quel sens il répond ou pourquoi. Et on se pose la question autrement. Ça, pour moi, c'est une force énorme au niveau justement de l'approche. Justement, on arrive au principe. Alors, je sais que c'est difficile de répondre de manière succincte à cette question, mais s'il y avait des principes, quelqu'un qui voudrait savoir quels sont les principes de l'approche MDT, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à comment vous évaluez, comment vous traitez, est-ce qu'il y a des... Les principes, alors, si on peut résumer, généralement quand je fais des présentations pour des médecins ou des gens qui n'ont pas fait la formation, j'utilise souvent 3 mots. Enfin, il y a 3 mots qui sont assez marquants en fait pour la méthode. Il y a classification. En fait, on est dans une logique où on ne traitera pas tout le monde. Tout le monde ne pourra pas être traité selon les principes qui sont évoqués par McKenzie. Donc la première étape, c'est d'aller identifier les patients chez qui on pourra les traiter, enfin chez qui on observera des phénomènes, ce phénomène de centralisation par exemple, qui nous dira oui, ce patient-là, on peut lui donner un traitement spécifique et on aura un résultat qui sera efficace. Donc c'est l'étape de classification, aller repérer chez les gens les caractéristiques qui leur permettent de nous dire que notre traitement sera efficace. Et ça, en fait, ça peut paraître bête, comme manière de raisonner, bête, un peu, c'est évident, quoi. Mais le truc, c'est que ça, normalement, c'est ce qui doit être fait systématiquement en médecine avant de donner un traitement. Par exemple, si on prend un truc tout simple, un patient qui vient avec une douleur de poitrine, par exemple. Aux urgences, on ne va pas le considérer comme un patient avec une poitralgie. On ne dira pas dire qu'il a une poitralgie aiguë ou une poitralgie chronique. On va dire non, il a une douleur de poitrine, il faut essayer de savoir, il faut essayer de comprendre ce qu'il a et de le mettre dans des grandes familles. Donc c'est la grande famille des problèmes pulmonaires ou la grande famille des problèmes cardiaques, par exemple. Et dans les problèmes cardiaques, il y a différentes petites familles qui sont présentes. Et dans toutes ces familles-là, il y a des traitements qui seront spécifiques. Et on adaptera un traitement spécifique à un patient. Et donc, à partir d'une population qui est complètement hétérogène, donc les gens qui ont des problèmes de poitrine, qui peuvent avoir des douleurs qui sont liées au poumon ou au cœur, on va repérer des familles particulières de gens qui vont répondre spécifiquement à un traitement. Le problème, c'est que dans la lombalgie, on les appelle comment les patients? C'est lombalgie aiguë ou lombalgie chronique. Et on leur applique des traitements spécifiques, lombalgie aiguë, lombalgie chronique. Et pour moi, c'est aussi stupide que de dire que le patient il a une poitralgie aiguë, une poitralgie chronique. C'est exactement la même chose. On a une famille de patients qui est complètement hétérogène, à qui on essaye d'appliquer des traitements spécifiques. Et forcément, on a des résultats qui sont mitigés, je pense. Et je pense que des pièges dans la recherche qui est fait sur les lombalgies, c'est ça, c'est qu'on considère que les lombalgies sont un sous-groupe homogène alors qu'ils ne sont pas homogènes, ils sont hétérogènes. Donc dans la méthode McKenzie, la première chose qu'on va faire, c'est dans le gros groupe des patients lombalgiques, par exemple, après on verra que c'est pas que pour les lombalgiques, mais ça peut être pour les cervicalgiques ou pour les problèmes de genoux, mais dans le gros groupe de gens qui ont des douleurs à une articulation, on va essayer d'aller repérer des familles de patients qui vont réagir de la même manière, qui vont avoir la même réponse à certains types de mouvements qu'on va leur faire, et on l'identifie, et cela on leur donne un traitement spécifique. D'accord. Et de cette manière-là, on essaye de scinder le groupe non spécifique dans plusieurs petits groupes spécifiques. Donc tout le monde ne rentre pas dans nos groupes spécifiques, malheureusement, ça ce serait trop beau. Mais au fur et à mesure du temps, on essaie de les réduire. Et on essaie de trouver des critères qui permettent de dire, bon, cette famille-là de patients, elle va répondre de cette manière-là. Okay. Donc ça peut faire ça c'est très séduisant d'un point de vue scientifique, mais après d'un point de vue traitement de patients, il y a pas mal de gens qui nous disent ouais, mais vous cherchez à mettre des gens dans des cases et vous leur appliquez c'est vraiment biopsychosocial ça. Ah, bien sûr que si. Parce que alors la réponse à ça, disons qu'il y a des gens qui nous disent, je sais que ça c'est une des critiques par exemple de Peter O'Sullivan qui nous disait dans un arc-en-ciel, on peut pas différencier les limites entre les couleurs.
Par contre, moi je lui réponds qu'on peut différencier du rouge du jaune. Donc les grandes familles, on peut les discerner. C'est-à-dire qu'il y aura des grandes familles, des grands comportements de symptômes qu'on essaiera de faire le plus précis possible, mais qu'on aura forcément des limites qui seront un peu plus floues, qui seront difficiles à déterminer. Par contre, on pourra repérer le grand schéma, et après, tout ce qui se passera à l'intérieur, ce sera du traitement qui sera patient-centré. Et ça, c'est un des deuxièmes principes de la méthode McKenzie, c'est que c'est patient-centré. C'est-à-dire que chez un tel, pour un même comportement de symptômes, un patient qui va centraliser, par exemple, avec de l'extension, chez qui il va y avoir besoin de faire de l'extension pour qu'il s'améliore, eh bien, la stratégie de traitement, elle peut être vraiment différente entre deux patients. Il y en a un qui a peut-être plus besoin d'extension, enfin de mouvements répétés, d'autres plus de posture, d'autres plus de mouvements debout, d'autres plus de mouvements allongés. Il y en a qui pourra plus faire des mouvements 3 fois dans la journée, il y en a qui pourra le faire toutes les 2 fois dans la journée. Et tout ça, on s'adapte en fait en fonction du patient, du patient qu'on a en face. Et ça peut être par exemple lié à ses contraintes personnelles, lié à ses contraintes de travail, lié au comportement de ses symptômes, lié à ses peurs ou ses croyances. Il dit pour un patient qui est paniqué à l'idée de faire des extensions, on va peut-être y aller beaucoup plus soft et lui demander des mouvements d'abord de milieu d'amplitude pour le rassurer, pour après aller chercher des mouvements de fin d'amplitude. Et après, tout le côté, on va dire, management, en fait, va s'adapter en fonction du patient qu'on a en face. Mais par contre, le principe de traitement, on saura que ce patient-là, il a besoin d'aller en extension pour s'améliorer. On aura repéré ce truc-là, et après on est capable, et après on ajuste en fonction du patient qu'on a en face de nous. Et donc justement, de cette manière-là, on reste patient-centré, mais dans un cadre un peu plus structuré quand même, qui permet d'avoir un guide et qui permet de se dire ok, là ouais, je vais suivre ce fil conducteur-là. Mais ça reste un fil conducteur. C'est pas une chose. Ça veut pas dire par exemple ce patient-là, lui, je vais lui donner, il a besoin d'extension, c'est 4 fois 20 par jour, point barre. Et terminé, je le suis plus. Non, il va falloir travailler de cette manière-là. Et enfin, le dernier truc, c'est éducation, autotraitement. Enfin, c'est deux choses qui vont un peu ensemble. On pourrait dire que c'est deux mots, mais moi, c'est deux mots que je colle ensemble parce que ça va vraiment l'un avec l'autre. Parce qu'il y a vraiment cette logique d'autonomiser le patient. La plupart des troubles musculo-squelettiques sont des troubles qui sont récurrents. Ça part, ça vient, ça part, ça vient, ça part, ça vient. Vous pouvez, pour les auditeurs là, du podcast, si vous voulez, vous pouvez vous amuser. Ça, c'est une activité que je fais avec les stagiaires durant le cours. Vous prenez votre agenda, vous prenez la semaine passée, vous allez repérer tous les patients qui ont eu des problèmes. On va faire par exemple problème de dos, pour faire simple, ou vous pouvez faire problème de cou, ou vous pouvez faire problème d'épaule. Enfin, vous choisissez une pathologie spécifique, une zone spécifique du corps, et vous surlignez tous les patients qui venaient pour ce problème-là, et vous repérez dans ces patients surlignés combien sont déjà venus pour ce problème-là. Et vous allez voir que c'est assez intéressant, vous allez voir qu'il y en a quand même une bonne partie, quoi. Et en fait, il y a vraiment cette logique de patients qui rechutent, et voir la lombalgie comme quelque chose, ou les TMS de manière générale, comme quelque chose de dichotomique aigu-chronique, c'est déjà, maintenant il y a beaucoup de littérature qui montre que c'est faux, que ce n'est pas soutenu, et c'est un peu mal avisé, je trouve, parce qu'il faudrait plus voir ça comme quelque chose, comme un problème tel que l'asthme ou le diabète, des choses qui vont avec un fond de chronicité qui va évoluer avec des phases aiguës en fait. Et l'asthme et le diabète, le traitement, c'est l'éducation thérapeutique. On éduque le patient à se prendre en charge, à limiter les facteurs de risque et à intervenir quand il a un début de crise. Un patient asthmatique, quand il sent que la crise vient, il va prendre sa ventoline, il s'en met un coup et il diminue sa crise. Et s'il n'arrive pas à la gérer, ok, là il va consulter. La logique, elle est la même dans le traitement dans le traitement McKenzie. On lui donne toutes les billes pour qu'il puisse traiter son problème, on règle le problème en cours, puis on lui donne les billes pour que les futures récurrences, il puisse les gérer tout seul. S'il n'arrive pas à les gérer, ok, là il vient consulter et là on peut commencer on peut lui donner un coup de main à ce moment-là. Et donc pour ça, il y a beaucoup de principes d'éducation thérapeutique, de pédagogie d'adultes, d'utilisation de métaphores, de stratégies de communication qui sont employées. Et là-dessus, il y a eu un énorme... C'est là-dessus, je pense, qu'il y a eu le plus de progression les 10 dernières années sur la méthode McKenzie. C'est que maintenant, dans le cours, tu verras à partir de tout à l'heure, il y a beaucoup d'outils de communication, il y a beaucoup d'outils de pédagogie qui sont mis en place dans le cours pour justement ne pas être démunis par rapport à ça, face aux patients. Parce que le côté technique, on a eu des cours... Enfin, mine de rien, on est quand même... Bon, on est habitué à utiliser nos mains, à donner des exercices et tout, ça va. Mais après, tout le côté éducatif, motiver la personne à faire les exercices, lui permettre de comprendre pourquoi
pourquoi est-ce qu'on le fait, qu'il y ait une réalliance thérapeutique qui se crée, tous ces trucs-là, ben, on est beaucoup moins à l'aise et on est beaucoup moins habitué à le faire. Et là, je trouve que dans la méthode, on commence à donner pas mal de billes. Ok. Donc voilà en principe, classification, centré sur le patient centré, enfin, ou centré sur le patient en français, ouais. Et éducation, autotraitement. Okay. C'est les 3 gros principes qui ressortent, qui pour moi sont les plus fondateurs pour la méthode McKenzie. Donc on a la philosophie un peu de l'approche. Au niveau de la formation, comment ça se passe? Il y a plusieurs modules, donc comment c'est organisé? Donc, alors, il y a 4 modules de 4 jours. Le premier, c'est sur les lombaires. Le deuxième, c'est sur les thoraciques et les cervicales. Le troisième, c'est perfectionnement sur les lombaires et les membres inférieurs. Et le partie D, la dernière, c'est perfectionnement sur le rachis thoracique et cervical avec les membres supérieurs. Et donc, on voit tous les traitements modernes des tendinopathies, des troubles articulaires des membres. Parce que McKenzie, ce n'est pas que pour le rachis. Voilà. Il y en a. Même par extension, il y en a qui s'imaginent que c'est que pour les lombaires. Ouais, non, c'est pas que pour les lombaires, on traite aussi les cervicales et les thoraciques. Et on a aussi des traitements pour les articulations périphériques. Et il commence à y avoir la littérature qui sort. On a moins de littérature que sur les lombaires, mais il y en a qui sort. Et il commence à y avoir des choses intéressantes qui ont été faites, notamment il y a un papier qui a été fait par des Canadiens sur l'arthrose de genou, sur des patients qui attendaient pour une prothèse de genou avec des résultats qui étaient plutôt intéressants. Donc il y a des choses qui commencent à sortir et qui sont intéressantes. Pardon, et donc après on a une journée d'examen pour valider la donc c'est ABCD, c'est ça? ABCD plus examen de compétences. Okay. Alors l'examen de compétences n'est pas obligatoire. Il y a des gens qui le font, des gens qui ne le font pas. Comme on n'est pas obligé de faire toutes les parties, enfin, il y a des gens qui se font AB et qui s'arrêtent. Je trouve ça dommage, même très dommage. Mais il y a des gens qui. Il y a un cheminement entre les 4, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire AB et puis D par exemple. Tu commences obligatoirement par A, et après tu peux faire AC, BD, ABCD ou AB, D, C. Mais par contre, tu commences obligatoirement par la partie A. Okay. Et après, il y a l'examen de compétences, qui est un examen qui se fait sur une journée, où il y a une partie sur table. Alors, je ne veux pas dire théorique, parce qu'elle est vachement clinique, cette partie-là. C'est des QCM qui sont faits à partir de situations cliniques et de fiches de bilan. Okay. Parce que dans la méthode, on utilise une fiche de bilan qui est standardisée, et tous les thérapeutes McKenzie dans le monde utilisent la même. Donc n'importe qui est capable de la lire correctement et les informations ont leur importance. Donc il y a des fiches bilan qui sont mises et les patients répondent aux situations cliniques, aux questions qui sont posées. Donc c'est sur table, mais très pratique. Et c'est des questions, il y a beaucoup de questions. Donc l'idée, c'est vraiment de voir si les gens utilisent le système. C'est-à-dire que sans l'utiliser, il y a tellement de questions qui sont pas, on ne peut pas atteindre le niveau de points, requis. En fait, il faut que ça aille tout vite. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait besoin de réfléchir pendant 40 ans. Il faut que ce soit vraiment des situations que ça parle tout de suite. Donc, donc les gens qui s'y présentent et qui le réussissent, c'est ceux qui pratiquent généralement. Puis, il y a aussi une partie avec une vidéo sur ce devoir sur table. Et après, il y a une partie pratique où c'est comme à l'école de kiné. Après, il y a 2 instructeurs. On tire les manœuvres au sort et on fait la manœuvre qui doit être faite, la manœuvre manuelle, parce qu'il y a aussi un poil de thérapie manuelle dans la méthode McKenzie. Il n'y a pas que des exercices. On utilise un peu nos mains de temps en temps quand même. Il y en a. Et donc là, la partie plus pratique avec les 2 instructeurs, elle se fait à ce moment-là. Okay. Donc là, ça valide l'examen de compétences. Donc je rappelle, pour l'avoir, c'est vraiment. Enfin, il y a des gens qui. Il n'y a pas un taux de réussite, il y a un taux de réussite qui est bon, mais il y a quoi? Il y a 60-70% de réuite, quoi. D'accord, donc c'est pas non plus. Donc il y a des gens qui ne l'ont pas non plus. C'est pas un truc qui est donné. Et vraiment, c'est pas un truc qu'on donne, quoi. Par contre, si vous pratiquez régulièrement et que vous avez fait les révisions correctement et tout, il n'y a pas de souci. Je le trouve vraiment, pour ça, il est vraiment très bien fait cet examen. Après, donc pour les mordus, pour ceux qui veulent vraiment y aller, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a l'examen, il y a la formation avancée qui elle se passe entièrement en anglais. Il faut avoir un prérequis, en prérequis il faut avoir un niveau d'anglais qui se justifie par le TOEFL ou l'IELTS, qui sont 2 tests d'anglais qui sont rien à voir avec McKenzie mais qui sont mis en place par des organismes. Je crois que moi j'ai fait l'IELTS, donc c'est Cambridge qui le fait avec la fac de Sydney. Et c'est un test sur table avec. C'est un peu comme le TOEIC, mais pour les universitaires. Voilà, mais pour les universitaires, donc il faut avoir ça vous donne un grade, une note, il faut avoir plus d'une certaine note. La plupart des facs, de toute façon, anglaises, tout ça demande un certain niveau. Mais en fait, c'est surtout la fac qui le demande parce qu'il y a une inscription universitaire pour le faire. Et pour pouvoir s'inscrire à l'université, ils demandent à leurs étudiants étrangers d'avoir tant. Bien sûr. Et donc
Donc voilà, et après on s'inscrit pour l'instant sur l'université de Dundee. Il y a eu des sondages qui sont passés là pour voir si ça changeait ou pas, donc je sais pas, peut-être que ça va changer. En tout cas, moi je trouverais ça dommage de quitter Dundee parce que c'est vachement bien. C'est par correspondance, c'est 11 semaines, c'est méga chaud, c'est méga intense. C'est une semaine vraiment, où moi je me suis mis à mi-temps au début, puis finalement en fait les 3 dernières semaines j'ai fait non, j'arrête complet, j'ai bossé que sur ça. D'accord. Et c'est pas facile à avoir, hein, parce que pareil, hein, l'examen à la fin c'est 2 dissertes qu'on doit faire, au format académique, au format universitaire. Et ça, les Français n'est pas du tout habitués à le faire. Donc moi qui étais complètement mordu, je me suis pris rattrapage sur les deux. Donc c'est pas, ils le donnent pas quoi. Hein. Faut vraiment avoir Faut donner les moyens. Ouais voilà, faut vraiment faire un truc bien pour l'avoir. Donc moi je l'ai eu au rattrapage. Et après derrière il y a un stage de 9 semaines. Donc il y a plusieurs lieux de stage possibles. Moi je l'ai fait aux États-Unis, au Texas. Il y a la possibilité de le faire à Dundee, dans l'hôpital universitaire. Il y a la possibilité de le faire en Belgique également, donc c'est à cheval entre, mais c'est plutôt Belgique flamande, donc c'est à cheval entre la Belgique et la Hollande. Donc il faut quand même parler un peu hollandais, je crois. Mais David, un des collègues, l'instructeur belge, qui parle flamand et qui parle français, il dit qu'il y a quand même pas mal de patients belges, quand même pas mal de patients qui parlent français aussi, donc il y a peut-être moyen de le faire en français là-bas. Sinon après c'est Danemark, il y a deux de stages, et Suède. Et en France, peut-être, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je crois. Ça va bien. On essaye. Enfin, disons que ce serait un des objectifs. Enfin, disons que c'est une des choses que j'aimerais bien faire. Après, il faut voir parce que c'est aussi contraignant pour la personne qui héberge le stagiaire. Donc, mais il y a plusieurs collègues qui aimeraient bien le faire, donc on est un peu D'accord. On aimerait bien, mais bon, c'est entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, c'est toujours. Du coup, là, le cursus, si on fait le cursus complet et qu'on va jusqu'au master à Dundee, ça prend combien de temps? Alors, au plus rapide, disons que s'il n'y a pas du tout de problème d'anglais, etc., disons 2 ans, 2 ans et demi pour faire l'assertif, la formation de base. Puis, il y a le premier semestre à Dundee. Si on arrive, dans le meilleur des cas, à enchaîner direct le stage, en une année, on a fait tous les cours, et après il faudra faire l'examen. Alors pour l'examen, il faut qu'il y ait un jury, donc c'est au sein d'une conférence. Donc si on tombe bien, ça peut tomber tout de suite. Donc ça peut aller assez vite, hein, mais ça c'est en théorie. En vérité, 5 ans quoi. En vérité, c'est plus que ça. Enfin, je crois que je suis un des plus rapides, j'ai mis 7 ans. Ouais, d'accord. Donc ça prend. Et je dois être un des plus rapides. Il y a quelqu'un je crois qu'il y en a qui l'a fait en 6 ans, mais je dois être un des plus rapides. Ouais, c'est parce que c'est vraiment dense, et au niveau ressources intellectuelles, ça vide beaucoup. Le stage, par exemple, est sympa, certes, mais pareil, si t'as pas le niveau, t'as pas le niveau. Et terminé, tu l'as pas, quoi. Et ça arrive. Il y a des gens qui ne l'ont pas, il y a des gens qui, ça arrive de temps en temps, des gens qui n'ont pas le stage. Et c'est pendant 9 semaines, et les 9 semaines, c'est 9 semaines de traitement sous supervision. Donc c'est-à-dire que vous faites tous les traitements, il y a systématiquement un instructeur qui est là, qui prend des notes et qui te fait un feedback derrière en te disant ça c'était bien, ça c'était pas bien, ça c'était bien, ça c'était pas bien, ça tu corriges ça pour la prochaine fois, etc. Donc il y a un côté assez stressant aussi. Et à la fin des 9 semaines, on est vraiment content. En plus, il y a des TP à préparer le soir, tous les midis, il y a des sessions questions-réponses. Enfin, non, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment dense. Donc. Ça se rapproche un peu du système IMTA pour pareil, de venir en séance, c'est un peu exactement le même principe. Quoi. Ouais, c'est un peu le même genre de truc, quoi. De toute façon, c'est le côté anglo-saxon. Mais en même temps, pour développer les compétences, il n'y a pas le choix à un moment donné. Mais c'est sûr. Il faut bosser, quoi. C'est tout. Hein. Et c'est sûr que par contre, après, quand on sort de là-dedans, le niveau il a sacrément changé. Oui, évidemment. Moi, j'étais un mordu de Mackenzie, je lisais tous les bouquins, tous les articles, etc. Et justement, quand j'ai fait le diplôme, je me dis est-ce que je vais vraiment apprendre des trucs? Et je fais non, si, j'ai vraiment beaucoup appris de trucs, quoi. Et après, à la fin, il y a quand même la validation de l'examen qui est une sacrée épreuve en soi, hein, parce que c'est 4 fois 4 € d'1 heure. Donc pendant 1 heure, on est avec 2 personnes en face qui posent des questions, mais c'est en rafale, hein, c'est bing, 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 bing. Et quand par exemple, il y a un oral sur les lombaires, un oral sur les cervicales thoraciques, un oral sur les extrémités et un oral sur la littérature scientifique. Et dans la littérature scientifique, moi je suis tombé en jury, j'étais tombé sur Stephen May et Hélène Claire, donc c'est tous les deux docteurs en sciences.
Stephen May, il est professeur d'université, il a publié, je crois, 100 ou 120 papiers à son nom, Hélène Claire en a une trentaine, quarantaine, et c'est eux qui ont publié une grosse partie des papiers sur McKinsey, quoi. Donc, enfin sur la méthode McKinsey. Donc en gros, quand on est là en phase 2, on se sent tout petit. Ouais, puis c'est surtout on peut pas essayer, on peut pas essayer de filouter, quoi, parce que là, non, j'ai pas dit ça, non. Ouais. Et donc c'est assez stressant, mais une fois qu'on l'a, on a un beau diplôme, super beau diplôme. Et tous les profs McKinsey doivent avoir ce truc-là. Ça c'est le niveau, ça c'est le prérequis. Ouais. Donc le diplôme ne te donne pas le statut d'enseignant. D'accord. Le diplôme c'est un statut c'est la formation avancée. Ouais. Là tu as fini la formation McKinsey quand tu es là. Ouais. Ça veut pas dire que tu vas l'enseigner. Bien sûr. Pour l'enseigner, c'est encore autre chose. Il y a encore une autre étape. D'accord. Et là, il faut qu'il y ait de la place entre guillemets en tant qu'enseignant. Donc c'est plus ou moins bouché en fonction des pays. En France, ça commence à devenir vraiment bouché là maintenant. Mais il y a ça. Et après, derrière, on passe 2 à 3 ans à être assistant sur les cours, sous supervision, à présenter des parties de cours, et avec un instructeur qui, à chaque fois, nous fait un feedback. Et donc, encore une fois, on passe encore 2-3 ans à être évalué en permanence. Et à l'issue de ça, quand on a fait ça, là, si le mentor, enfin le responsable, parce qu'on a un responsable pédagogique là, sur ça, s'il estime que c'est OK, en plus on a une autre formation de 2 jours à faire avec l'Institut international en pédagogie de l'adulte, et une fois qu'on a fini ça, OK, il nous donne la signature, il nous dit c'est bon, tu peux commencer à enseigner. Donc moi là, ça fait 10 ans que je suis diplômé, j'ai commencé à enseigner en janvier. Et je voulais faire ça depuis le début, j'ai essayé de perdre le moins de temps possible, quoi. J'ai essayé d'envoyer le plus vite possible, quoi. Ouais, donc ça prend du temps. Ça te prend du temps, voilà. Et donc le niveau des instructeurs, il y a un certain niveau, parce que et la formation, je pense qu'il y a de qualité, parce qu'il y a ce niveau-là, il y a ce niveau d'exigence. Mais une fois qu'on y est, c'est un vrai marathon, mais une fois qu'on y est, c'est bien. Ouais. Voilà. Donc du coup, tu as répondu à une question que je voulais te poser sur la formation d'intervenants. On a parlé plusieurs fois de recherche. J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même beaucoup de production sur la prochaine DT. Ouais. Est-ce que, comment dirais-je, est-ce que vous avez une entité qui s'occupe de ça, une asso, Alors, il y a plusieurs trucs. Disons que l'Institut McKinsey, c'est un organisme de formation. Donc c'est une boîte, c'est une entreprise à but lucratif. Donc il n'y a pas... en France, en tout cas, c'est comme ça. À l'Institut international, c'est pareil, c'est une organisation qui est financée et donc c'est délicat pour eux de faire de la recherche, il y aura un énorme conflit d'intérêts. Donc eux ne s'occupent que des cours, du côté pédagogique, organisation des cours et mise à jour du matériel pédagogique. Donc ça, c'est le rôle de l'Institut. À côté de ça, il y a d'autres. La recherche, elle se fait principalement, les recherches qui ont été faites par des universitaires qui enseignent pour l'Institut McKinsey ou qui ont été formés à la méthode. Mais généralement, ils essayent de séparer les deux et l'Institut ne finance rien du tout. Il y a un organisme de financement de recherche qui s'appelle l'IMDT-RF, donc International Mechanical Diagnosis and Therapy Research Foundation, qui est un fonds de recherche qui ne vit que sur des dons. Donc qui est indépendant, qui a un but non lucratif, qui ne reçoit aucun financement de la part de l'Institut international. Donc l'Institut international n'a pas le leur filer du pognon. C'est sur la base de dons. Pareil, les différents instituts en nom propre ne peuvent pas donner d'argent. Par exemple, si les Français veulent donner de l'argent, c'est Gabor qui donne de l'argent en son nom, ou moi qui donne de l'argent en mon nom. Ça se base sur des dons. Et en fait, leur objectif, c'est d'obtenir puisqu'ils font des petites manifestations d'appel aux dons lors des conférences qu'il peut y avoir, et en fait ils essayent d'avoir une manne financière et vivre sur les intérêts et puis financer les projets de recherche sur la base des intérêts. Donc ils financent 4 projets de recherche par an à hauteur de 15 à 20 000 $ à peu près. Donc c'est pas beau, en recherche c'est rien du tout. Mais il y a ce fonds de recherche qui est là et qui peut aider à produire de la recherche, et il y a 4 productions qui sont payées par an par ce fonds de recherche là, et qui est complètement indépendant de l'Institut, avec une obligation de publication. Ça, c'est un des prérequis pour pouvoir demander le fonds de financement, c'est que quel que soit le résultat, ça doit être publié, ou au moins en tout cas soumis à la revue. Après, si la revue elle refuse, bon, on refuse. Pas dans le tiroir, même si c'est négatif. Non, voilà, il y a réellement cette volonté. Donc il y a ça. Après, en France, on a la chance d'avoir l'AFMCK, qui est l'association française McKinsey, qui est une association de praticiens, loi 1901, à but non lucratif également, mais qui finance, qui
Ils financent des projets de recherche. Il y en a déjà eu 2. Enfin, il y en a déjà eu un qui a été publié là. C'est un truc sur la prévalence des différents syndromes de Mackenzie chez lombalgique et chez cervicalgique. Donc, ça a donné lieu à 2 papiers. C'était Jackie Otero et Flavio Bonnet qui l'ont fait. Et là, il y a une recherche qui vient d'être terminée. La collecte de données est terminée. Là, le laboratoire est en train de faire les analyses des statistiques qui a été faite sur la compliance des patients au traitement MDT à la 2e séance, donc qui a été faite, qui a été finie, qui va être présentée au congrès de la FMCK. Là. Et il y a une 3e qui est en cours, celle-là elle va faire du bruit, qui veut comparer les SNIR du MDT à la moyenne nationale et qui veut comparer les SNIR des certifiés MDT à l'année de certification, et à N+2 et N-2 aussi, pour voir l'évolution que ça peut avoir. Donc il y a de la recherche qui est faite en France au sein des FMCK. Sinon, l'essentiel de la recherche, la grosse recherche, elle est faite au niveau universitaire, comme moi je vais faire avec deux labos de recherche universitaires et des PU qui sont là pour encadrer. Combien de formés en France du coup dans cet assaut? Alors, partie A, je crois qu'on est autour de 4500, entre 4 et 5000, je dirais. D'accord. Partie A, donc le tout début. Certifié, je dirais autour de 400, 450, je dirais un truc comme ça. J'ai pas le chiffre à la fin des modules et qui vont passer l'examen. J'ai pas le chiffre en tête, il me semble que c'est 450. De diplômés, il y en a pour l'instant 7. Il y en a 4 qui sont en cours de formation et il y en a une vingtaine qui sont dans le process de faire l'anglais et tout. Okay. Mais voilà, entre vouloir le faire et arriver à faire l'anglais, il y a une petite. Disons que l'anglais ça écrase un peu, c'est la première marche. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire au niveau international, Mackenzie, parce qu'en France, moi j'ai l'impression, après c'est peut-être une validation subjective, mais qu'il y a eu une accélération du développement ces dernières années. Est-ce qu'à l'international, on est pareil sur ce même type, de plus en plus de praticiens, parce qu'il y a des grandes modes aussi de différentes thérapies? Il y a des pays qui se portent mieux que d'autres. Ouais. En France, il y a incontestablement un effet de mode. Ouais. Aux États-Unis, ça fait très longtemps qu'ils sont implantés et il y a beaucoup de gens qui sont formés là-bas. Ouais. Le Brésil est en gros développement comme la France, et la Pologne aussi, c'est bizarrement. Et il y a des pays qui se portent un peu moins, qui ont eu leur période de gloire et qui maintenant stabilisent, comme l'Allemagne, l'Australie. Il y a des pays où ça n'existe pas. Il y a des pays où ça n'existe pas du tout. Et il y a des pays où ça s'est complètement cassé la gueule. Par exemple, au Royaume-Uni, ça n'existe plus. D'accord. Donc c'est un peu variable, c'est mouvant. Variable, et ça dépend aussi beaucoup de la manière dont les instituts communiquent, parce que mine de rien, il y a aussi un côté. Au-delà de l'efficacité propre, il y a aussi un côté marketing qui est à faire comme dans toute chose. Justement, tu me brèches là. L'aspect marketing, la WSPT, elle a l'iPhone, qui est dans son jargon. Et alors, du coup, comme Mackenzie est pas membre de MDT, pas membre de l'iPhone, donc du coup, moi quand je t'entends parler, j'ai l'impression que c'est de la DMO. Mais alors, c'en est pas, c'est rattaché par rattaché. On est sur des principes qui sont très proches, similaires, une démarche de triage, etc. Alors, il y a plusieurs. Disons qu'initialement, Mackenzie était je me demande s'il n'était pas fondateur, mais je ne suis pas sûr de ça. Mais je crois qu'il était fondateur, il me semble. Je ne veux pas m'avancer, mais il me semble. Mais bon, bref, en tout cas, c'était un gars qui a beaucoup donné à l'iPhone, qui a intervenu régulièrement au congrès et tout, mais qui a divergé à un moment. Savoir que Mackenzie, de ce que j'ai pu comprendre, de ce que j'ai eu la chance de le rencontrer, mais c'était quelqu'un qui avait une grosse personnalité. D'accord. Et quand ça le saoulait, il pouvait vite dire ouais, ok, vous m'emmerdez, je me barre. Et je pense, et apparemment de ce que j'ai pu comprendre en discutant avec des gens qui étaient de cette époque-là, m'ont dit ouais, j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. C'est chaud quoi. Ouais, Mackenzie était avec ses idées de classification et d'autotraitement, a été reçu de manière peut-être condescendante de la part de certains thérapeutes manuels, peut-être que lui n'a pas mis les formes non plus. Disons qu'en tout cas, il y a eu clash et Mackenzie s'est barré et leur a dit allez vous faire foutre, et il est parti monter son truc de son côté. Depuis, c'est clair que je suis d'accord qu'il y a des choses en commun quand même entre la TMO et le MDT. Moi, je suis adhérent à EMT et j'ai fait des cursus j'ai fait quelques petits trucs en thérapie manuelle. Et non, il y a des choses qui sont en commun. Après, il y a des choses qui sont différentes aussi. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore. Il y a des discussions pour l'instant à l'Institut international, quand on se réunit, sur est-ce qu'on rattache l'iPhone ou pas. Il y a des discussions qui sont en cours.
pense qu'à terme, ça se fera. Je pense. Après, le truc, c'est avoir pour garder, pour ne pas non plus diluer le... Parce qu'une des volontés de McKinsey, c'était pas de diluer ses principes fondateurs. Enfin, justement, il voulait garder cette idée de classification, enfin, ne pas le diluer complètement en venant rajouter plein de petits trucs qui se surajoutent. C'est quelque chose qui est assez épuré. En fait, quand il y a un exercice qui marche, on fait cet exercice-là et on ne va pas se tracasser plus loin que ça. Et en fait, il y a ce côté-là qui, je pense, est à voir. Peut-être qu'il y aura un rapprochement à l'avenir. Oui, il y aura. De toute façon, quand on regarde en France, les deux associations OMT et FTK sont quand même relativement proche, quoi. Et relativement proches. Et il y a des projets qui se sont faits en collaboration. Je sais que j'ai collaboré 2 fois avec des gens d'OMT sur des productions de petits articles et de choses comme ça. Il y a des collègues de l'ASSO qui ont participé au congrès des JTMO. Ouais. Je sais il me semble que les présidents et vice-présidents de l'OMT ont été invités au congrès du GEPA. Et il y a Sylvain m'a dit que pour le prochain JFK, il y aura peut-être des présentations en commun. Donc il y a quand même une mouvance qui est quand même un peu dans ce sens-là. Après, il y a des particularités qui sont propres justement au MDT, qui sont très ou sur lequel on est peut-être un peu buté. Tu me fais le lien avec les questions de manière parfaite. Justement, pareil, ça c'est encore mon expérience personnelle. J'ai côtoyé forcément différents professionnels dans mon parcours comme tous, et j'ai eu une impression, peut-être à tort, que les praticiens MDT, ils étaient passionnés, et voire extrêmement passionnés. Parfois même certains avec des discours dogmatiques, du genre. Je me souviens de quelqu'un, je suis du monde qui est assez connu dans l'approche, et je me souviens, j'avais vu à un congrès, et il me fait qu'est-ce que tu fais sur les épaules, mais cherche pas, le jour où tu auras découvert McKinsey, tu feras plus que ça. Moi, en entendant ça, j'ai dit, mais pour moi, il y a un souci. Alors, comment t'expliques cette passion de certains, justement, pour... Surtout qu'en plus, ce qu'il t'a dit, c'est faux, parce qu'on est loin de pouvoir traiter tout le monde, sinon ce serait trop cool. Et j'ai des échecs avec des patients régulièrement, donc c'est pas... Ça rassure aussi, parce qu'on c'est dit pas qu'on est tous humains. Voilà. C'est loin d'être une panacée non plus. C'est efficace, c'est très efficace, et ça peut être très impressionnant pour certains patients, mais loin d'être pour tous. En fait, alors, il y a plusieurs choses, je pense, qui peuvent susciter cette passion. Le truc, c'est que ça peut être vraiment spectaculaire. En séance, les résultats qu'on peut obtenir. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'a jamais vu une centralisation chez un patient qui a un conflit disco-radiculaire avec les signes neuro qui s'en vont dans la séance et la douleur qui remonte, le patient qui passe d'une douleur constante à une douleur quasiment abolie, ça peut marquer les esprits assez fort. Sur les épaules également, c'est une articulation qui est super visuelle, parce que quand il y a des pertes d'amplitude, les pertes elles sont majeures. C'est fréquemment... souvent ça compliqué, quoi. Ça perd souvent beaucoup. Et en MDT, quand on a un problème d'épaule qui vient des cervicales ou un problème, ce qu'on appelle nous un dérangement, quand ça récupère, ça va vite, et vraiment très vite, quoi. Et ça peut être ultra impressionnant. Et quand on arrive à faire ça, il y a peut-être un côté grisant derrière ça, je pense, qui peut se dire ah putain, c'est trop bon et tout, et partir là-dedans et chercher que ça. Et ça, je pense que c'est la première étape dans l'apprentissage du MDT, c'est qu'il y a un moment où on est en mode on cherche à traiter ça, on cherche à traiter tout le monde de cette manière-là. Et on va devenir très bon pour traiter, les praticiens vont devenir très bons pour traiter certains patients qui correspondent à ces critères-là, mais par contre, il essaiera de faire rentrer des patients dans des cases qui ne correspondent pas. C'est les anglo-saxons, ils disent vous faites rentrer des chevilles carrées dans des trous ronds. Et il y a un moment, et je pense que ça c'est la première étape, et la deuxième étape pour l'apprentissage et pour vraiment maîtriser correctement le système, c'est arriver à prendre suffisamment de recul pour se dire ce patient-là, je ne suis pas capable de le traiter. Et ça, c'est beaucoup plus dur, ça met beaucoup plus de temps à arriver. Moi, j'ai réussi à le faire avec le diplôme, c'est vraiment ce que m'a apporté la formation avancée, c'est être capable de dire, ouais, lui je peux pas. Et vraiment, quand on arrive à faire ça, là, pour le coup, on redescend un peu du nuage. Donc je pense qu'il y a une partie de cet effet grisant qui est là, et les gens qui sont peut-être passionnés, trop passionnés, parce que moi je reste un grand passionné, mais qui restent trop passionnés, je pense, n'ont pas encore fait cette deuxième étape, je pense. Et qui restent un peu bloqués dans cette idée, waouh, putain, c'est trop bon. Il y a ce premier truc-là. Il y a également un truc où j'ai été attaqué plusieurs fois sur ça, c'est que, faut savoir que le premier cours en MDT qui a été fait en France, c'est 93, je crois, ou 94. À l'époque, c'est Gabor qui l'a fait, c'était, je pense, la première ou peut-être l'une des premières fois où on parlait d'evidence-based en France.
Et Gabor, forcément, s'est positionné avec de la littérature scientifique et avec un questionnement, on va dire, rationnel par rapport aux participants qu'il avait, une approche rationnelle. Et quand il y avait des questions peut-être un peu farfelues, bon, il sait le faire avec beaucoup de diplomatie, mais il disait, enfin voilà, il n'y a pas forcément de littérature sur le sujet. Et donc, à un moment, il y a pas mal de gens qui ont pu peut-être se dire, ouais, non, mais attends, ils se prennent pour qui Et là, il y a cette opposition qu'il peut y avoir entre evidence-based et plutôt les tenants de croyances ou de pseudo-scientifiques. Et comme Mackenzie, ça a été le tout début de ça, enfin, ça a été un des tout premiers en France, je pense. Eh ben, on a peut-être été attribué, on nous a peut-être collé cette image-là, que maintenant peuvent avoir plein d'autres gens. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Et après, il y a le côté, je pense qu'il y a le côté historiquement, le côté, je pense, grande gueule de Mackenzie est assez peut-être rude dans ces discussions qui, je pense, à l'international a dû laisser un peu de traces, mais en même temps, si c'était pas un mec avec une personnalité comme ça, je pense qu'il aurait jamais eu un truc qui se serait créé comme ça aussi. Donc ça a des bons côtés, ça a aussi des mauvais côtés. Et je pense qu'il y a un petit peu de ça. Mais après, moi sur le côté dogmatique, ça me surprend parce que la plupart des gens que je connais en MDT, c'est des gens qui sont méchamment ouverts d'esprit. Pour ceux avec qui j'ai pu en discuter, moi ce qui me fascinait généralement, c'était que les mecs avaient un niveau vraiment excellent en clinique, souvent excellent d'un point de vue académique, et d'un autre côté ils étaient vachement humbles, vachement sympas, et qu'on pouvait discuter, et qu'ils étaient loin de dire ouais moi je traite tout le monde quoi. Alors moi il y a un moment où je l'ai eu un peu ce côté extrémiste passionné, et vraiment le fait d'avoir fait le diplôme et de me dire ouais ok il n'y a pas que ça, et ça a permis de calmer les choses. Donc je pense qu'il y a vraiment un côté un peu plurifactoriel qui fait que c'est comme ça. Après si on réfléchit bien, ça arrive aussi dans d'autres approches, on a plein d'autres approches où les gens sont un peu... Et il y a un autre truc aussi. Il y a un autre truc qui pour le coup est marquant, et ça va être difficile de le changer, c'est que, tu le verras à partir de cet après-midi, on a un vocabulaire en fait, quand on parle. Il y a un vocabulaire qui est spécifique. Et le vocabulaire, moi je suis vachement attaché à ça, parce que justement, on donne des définitions précises à certains mots, et ces définitions permettent d'avoir une logique et une standardisation des procédures, et avoir une communication qui est ultra efficace entre professionnels. Seulement, quand on entend deux professionnels Mackenzie parler, on se dit putain, mais qu'est-ce qu'ils racontent ces mecs-là? Et on se dit putain, mais ils sont sur une autre planète. Alors qu'une fois qu'on a appris ce vocabulaire-là, ça change la vie, mais vraiment quoi. La manière de coder la douleur, la manière de coder la douleur du patient, la manière d'interpréter les réponses que le patient, de codifier les réponses du patient par rapport à la douleur et l'interprétation qu'on en fait derrière, c'est vachement standardisé. Et une fois qu'on maîtrise, c'est efficace au possible dans la communication entre professionnels et même dans la compréhension soit d'un problème, par exemple, avec un patient. Je sais que quand je galère, je prends mon temps, je reprends mes mots correctement, je fais ah ouais, non, ok, d'accord. Et on repart et c'est plus efficace. Mais quand on est de l'extérieur et qu'on voit pas ça et qu'on connaît pas ça, bien sûr, on n'a pas qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ce qu'il faut pour comprendre, d'accord. Voilà. Je pense que c'est le quatrième raison. Ok, mais bon après, moi j'ai pas l'impression que Mackenzie soit MTT, mon Dieu. Soit pas plus extrémiste qu'un autre, mais dont souvent c'est des gens très passionnés. Ouais. Par contre, ouais, ça, il y a des gens qui sont très passionnés dans le lot. Et dans d'autres approches aussi. Du coup, à titre plus général maintenant, puisqu'on a brassé à peu près les questions que je voulais te poser pour MDT, assez rapidement, ta vision des études de kiné, de l'évolution des études de kiné, comment tu te positionnes par rapport à ça? Alors dernièrement, je trouve ça très très bien. Là, la réforme qui a été faite, je suis vraiment content qu'il y ait eu une réforme comme ça qui a été faite. Le passage des études à 4 ans, c'est déjà une bonne chose. Toute la volonté, tout le programme, parce que voilà, j'ai été amené à donner des cours à l'IFMK d'Assas sur méthodologie de recherche. Le fait qu'il y ait des cours comme ça qui se mettent en place en IFMK, le fait qu'il y ait du raisonnement clinique, le fait qu'il y ait de la démarche scientifique assez rapidement, c'est que bénéfique. Et je pense que là les universitaires qui ont bossé sur ce projet comment ça s'appelle, d'études pour la kiné, ils ont fait vraiment du très bon boulot. En fait, ils ont créé un outil qui est hyper bon. Pour l'instant, je pense qu'on peut difficilement l'utiliser à plein potentiel pour l'instant, je pense, parce qu'il y a encore trop peu de gens formés
une discipline académique, je veux dire, en termes de stade, de méthodologie de recherche et de choses comme ça, ou de démarche critique, ou de démarche scientifique, ou de raisonnement clinique moderne, ou de ce genre de choses-là, pour utiliser ce truc-là à plein potentiel. Mais je pense que dans une dizaine à quinzaine d'années, ça va vraiment sortir des professionnels de très très bonne qualité, à la fois du côté académique, mais à la fois du côté clinique aussi, en ayant plus cette logique de réflexion et de raisonnement. C'est ce qui est reproché justement. Ceux qui critiquent ça, moi j'en fais pas partie, mais ils disent voilà, ça va être universitaire, ça va être comme dans certains pays où on n'a que des cours théoriques, on s'extrait de la pratique. Non, moi je pense pas. Alors tout dépend. Ça c'est en fait tous les outils enfin un outil c'est un outil. Ce qui va déterminer si c'est bien ou mal, c'est ce que tu en fais. Le feu, c'est efficace pour cuire les aliments. Enfin, sans le feu, on n'aurait pas évolué comme on a évolué. Par contre, le feu, ça sert aussi à faire brûler des gens, quoi. Tout dépend ce que tu fais de l'outil. Et l'outil, il nous donne une super bonne base. Et ça, je suis clairement au fait avec ça. Il ne faut pas que ça dérive vers quelque chose d'académique. Et il ne faut pas que ce soit des gens qui ne pratiquent pas du tout dans l'approche qui donne dans l'approche, par exemple, quelqu'un qui fait zéro, qui ne voit plus de patients depuis 15 ans en musculo-squelettique, qui va enseigner la lombalgie basée uniquement sur des études scientifiques qu'il a pu lire. Ça, ce sera un énorme biais, et d'ailleurs c'est un énorme reproche que je fais à beaucoup de chercheurs qui sont déconnectés de la clinique, parce que toutes les meilleures questions viennent de la clinique. Et je pense que l'enseignement est pareil. L'enseignement, c'est, je pense, encore plus difficile que la recherche, puisque l'enseignement doit allier 3 choses pour être efficace. On doit avoir un clinicien en face, ou quelqu'un qui a au moins une grosse expérience clinique. S'il pratique plus, ou s'il pratique beaucoup moins, certes, mais il faut au moins qu'il ait son expérience de clinicien. Il faut qu'il ait des compétences académiques pour comprendre l'interpréter la littérature, et après il faut qu'il ait des compétences de pédagogue. Je pense que c'est encore plus difficile qu'être chercheur, parce que pour moi, être un bon chercheur, c'est avoir les 2 premières compétences. Et donc, certes, je pense que pour l'instant, il va y avoir un gros travail à faire, nous en tant qu'enseignants, pour se mettre au niveau et réussir à allier tout ça. Mais je pense que dans 10 ou 15 ans, il y aura vraiment des professionnels de très bonne qualité qui vont sortir, à la fois académiques et à la fois en raisonnement clinique. Et je pense que l'outil permet d'avoir, cet outil-là, cette maquette de formation, permet d'avoir les 2. Après, encore une fois, c'est un outil, tout dépendra de ce que les profs ou les directeurs d'IFMK en feront. C'est, encore une fois, avec le feu, on peut cuire des aliments, on peut faire brûler des gens. Et puis, quand je discute avec certains collègues, tu as toujours cette idée de dire plus j'ai d'outils, plus je suis bon. Enfin, en gros, plus j'ai de technique, plus je suis bon. C'est une connerie. Ça, c'est une connerie, clairement. Ça, oui. C'est la façon de mettre en place qui fait que la qualité d'un praticien. Justement, et quand on voit les cours, par exemple, un truc tout con, en raisonnement clinique, quand je suis allé au diplôme, moi, je m'attendais à avoir plein de techniques ninja ministère, des trucs qui sortent de derrière les fagots. Ah non, j'ai fait les techniques de base. Par contre, c'est pratiqué à la perfection et on les fait pile poil au bon moment. Et en fait, je pense que les experts, en fait, il y a des gens qui ont dans cette logique-là d'avoir le plus d'outils possible. En fait, ce qu'il faut pas, je pense pas que ce soit la logique, ce serait vraiment d'avoir plutôt une boîte à outils bien ordonnée, quoi, où on applique la bonne technique au bon moment pour le bon patient, quoi. Je pense que c'est beaucoup plus efficace. Complètement d'accord. Et généralement, les experts, quand on les voit, ils n'ont pas 50 milliards d'outils. Ils ont même une pratique qui est complètement épurée, quoi. Et ils utilisent 2-3 trucs très très bien et pile au bon moment, quoi. Et c'est ça qui est beaucoup plus efficace, je pense. Et plutôt que de former les étudiants à faire 50 milliards de choses, leur apprendre à réfléchir, ou en tout cas leur donner la structure pour qu'ils réfléchissent après derrière, ça c'est beaucoup plus intelligent, je pense. Quid de la première intention? On en parle beaucoup en ce moment, des pour forcément. Ah bah ouais, forcément je suis pour. Tu penses en échéance combien de temps? Parce que je pose toujours la question aux gens que j'interviewe. À court terme, ça te paraît envisageable? J'aimerais bien. Difficile. Bah là, après, en fait, disons que dans une logique purement rationnelle, normalement, elle devrait y être dès aujourd'hui. Et dans une logique financière, elle devrait y être dès aujourd'hui. Elle est dans certains cas, il faut le répéter. Il y a plein de gens qui ne savent pas. Qu'on peut agir sur une urgence. Oui, c'est vrai. Mais vraiment, c'est assez restreint. La plupart des équipes, de toute façon, ne sentent pas le faire, ils ont peur. Exactement. Et enfin, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un côté très politique derrière, et là, le côté politique, c'est ça qui ralentit toujours les choses. Parce que d'un point de vue efficacité, on a clairement montré qu'on était au moins, avec des formations particulières, on est au moins aussi efficace qu'un médecin, voire plus dans certains cas, pour trier les patients. D'un point de vue économique, on montre que les kinés, quand il y a une prise en charge rapide ou en première intention, on est plus efficace pour diminuer les coûts de santé derrière.
Donc dans cette logique-là, moi, le côté rationnel dit c'est bon. Après, il y a toujours les conflits, la politique, les lobbies, les trucs qui ralentissent tout le temps tout, qui sont pénibles. Et ça, bon, ben, je ne sais pas en combien de temps on arrivera à s'en débarrasser. Après, l'année prochaine, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais l'année prochaine, il va y avoir les JFK. Et dans les idées fortes du thème, c'est la première intention. Et je pense qu'il va y avoir des réunions de table ronde organisées autour de ça. Et on va se servir d'exemples comme, par exemple, comme les Pays-Bas qui l'ont fait assez récemment, sur comment mettre en place le truc. Moi, la difficulté que je vois surtout entrevoir, c'est qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont eu une formation il y a 10-15 ans, qui veulent le faire. Donc, est-ce qu'on crée 2 statuts, mais du coup, c'est pas forcément sympa pour les autres. On ne peut pas non plus, s'ils n'ont pas le niveau de compétence, leur donner l'accès. C'est compliqué, ça. Après, alors, perso, moi, je suis pour la création de spécialités en kinésithérapie. Il y a clairement des spécialités. Dire qu'il faut garder un diplôme général, je trouve ça c'est vachement limitant. Je pense que c'est une discussion qui a été faite en médecine il y a quelques temps quand je sais pas comment ça s'est passé moi quand ils ont créé ça. Il y a eu des clashs des médecins qui vous disent ouais il faut rester général le plus général possible. Alors oui, il y a besoin d'avoir des médecins généraux qui font du screening, mais par contre il y a un moment où quand le niveau de compétence quand le niveau technique il augmente, il y a un moment où on ne peut pas être spécialisé dans tout. Et en faisant un peu de tout, on fait surtout beaucoup de rien. Je peux juste préciser ce que c'est le screening, parce que je pense qu'il y a... Oui, le screening, c'est être capable de réorienter les patients, de dire, bon, ce patient-là, par exemple un médecin généraliste, là, on ne lui demande pas de soigner un cancer, on lui demande de le détecter et de l'orienter vers l'oncologue. On ne lui demande pas de soigner un patient qui a des problèmes cardiaques. Il va réguler comme il peut le traitement, et puis rapidement, il aura repéré le problème, il va l'envoyer vers le cardiologue. Disons que ça, c'est le rôle du généraliste. Le rôle du spécialiste, il est d'avoir le niveau technique nécessaire pour régler le problème. Et je pense qu'en kiné, à mon avis, ça devrait aller vers quelque chose comme ça. C'est que mon avis, parce que c'est déjà ce qui se fait dans d'autres pays, et je pense que on gagnerait en efficacité à fonctionner comme ça. Après, il y a des gens qui vont dire oui, il y a des gens qui sont supérieurs à d'autres. Je dis ouais, mais moi en même temps, c'est pas question d'être supérieur à d'autres, c'est d'avoir des fonctions différentes en fait. Et quand il y a quelqu'un qui a, je sais pas moi, qui a fait un doctorat de pratique en musculo-squelettique, parce que c'est ce que font aux États-Unis, il y a un doctorat de pratique par exemple en musculo-squelettique. Ben, quand il y a quelqu'un qui a fait ça, ben, forcément il y a des compétences supérieures à quelqu'un qui n'en a pas fait. C'est juste une manière de valoriser ça. Après, si ça prend ce chemin-là, il faudra vraiment, vraiment, vraiment faire gaffe à qu'est-ce qui définit une spécialisation et qu'est-ce qui ne définit pas. Et là, pour le coup, il faudra vraiment sortir des organismes de formation de là-dedans, passer à l'université. Enfin, il va y avoir toute une réflexion, mais je pense que ce serait une belle évolution pour la profession, pour moi, en mon sens. Et donc, pour le coup, dans l'accès direct, si les gens n'ont pas les compétences pour avoir l'accès direct, ils ne l'ont pas. Point. C'est juste ça, quoi. Il y a par exemple, un médecin généraliste, il n'a pas les compétences pour faire une chirurgie du cerveau. Enfin, c'est juste ça, quoi. C'est tout. C'est juste histoire de compétences, quoi. Point. Enfin, et on les a pas. Alors après, il suffira de valider un module ou autre pour avoir cette compétence-là. Très bien, mais il faudra le faire. Il faudra faire l'effort de le faire. Je croise les doigts que ça arrive un jour et pour qu'on le vive, en tout cas. Je pense qu'on le vivra. Je ne sais pas si ce sera tôt dans notre carrière. Donc ça serait bien avant 30 ans, quoi. Ça serait cool. Mais je pense que ce sera plutôt dans la fin de notre carrière, mais je pense qu'on le vivra. Enfin, en tout cas, j'espère. Et du coup, donc toi, tu bosses à Paris. Juste, comment tu trouves le climat général de la pratique libérale de la kinésithérapie, surtout avec les différentes histoires qui vont sans aller trop dans les détails. Comment tu te sens par rapport à ta profession? T'es optimiste, t'es bien D'un point de vue purement rationnel, je suis ultra optimiste. Ouais. Dans les études qui sortent sur notre efficacité, en faisant des protocoles de recherche complètement non spécifiques, on est aussi efficace que les chirurgiens sur plein de problèmes. Donc en étant spécifique, je pense, moi mon hypothèse c'est qu'on est meilleur qu'eux. Donc je pense qu'on pourrait avoir en tout cas sur certains domaines, pour pas faire trop non plus pompeux. Mais sur certains domaines, les kinés sont, en étant non spécifiques, aussi efficaces que les chirurgiens. En étant spécifiques, on n'a pas encore trop de littérature sur le sujet, mais je pense qu'on pourrait être supérieur dans certains domaines. Donc d'un point de vue purement rationnel, pour moi la kiné, je n'ai aucune peur là-dedans, sur la croyance, la confiance que j'ai dans mon métier. Après, encore une fois, on va revenir à le même problème que pour l'accès direct. Il y a les lobbies, il y a la politique qui entre en jeu, et là sur ça je suis beaucoup moins à l'aise. Je trouve le climat pas super. Je trouve que
Il y a, c'est les différents épisodes qu'il y a eu, notamment avec cette histoire d'Avenant 5 où on perd la liberté d'installation, je trouve ça délicat. L'histoire des DE à Paris, je trouve ça délicat. Le fait d'être payé 16,13 € pour une consultation d'une demi-heure, je trouve ça très 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 délicat. Le fait de retoquer systématiquement les actes des personnes de plus de 75 ans en des actes sous-valorisés, je trouve ça très très délicat. Ça, c'est des combats politiques qui vont être difficiles à mener. Moi, je déteste la politique, donc ça va être... Chacun son métier. Chacun son métier, mais malheureusement, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de lien entre la politique et le rationnel, parce que on peut être, je pense, le côté... Alors, je ne me considère pas encore comme un scientifique, il faut que j'ai... Une fois que j'aurai publié des travaux, oui, là je me considère comme un scientifique, mais il faut que la politique s'appuie beaucoup plus sur les scientifiques, plutôt que de reposer sur le système classique du lobbyisme, t'es mon pote, je te fais ci, t'es mon pote, je te fais ça, où on va aller serrer des paluches. Je pense que ce sera plus efficace d'utiliser ce que produisent les chercheurs plutôt que de faire un mode un peu traditionnel de lobby. Après, il y a le nerf de la guerre, l'argent. Mais le truc, c'est qu'en ère de la guerre, on est efficace en kiné, on est plutôt bon, voire très bon. Et nos études, en fait, le truc, c'est que sur les études médico-économiques, le truc, c'est que nous, contrairement à un chirurgien, pour que lui soit efficace au niveau médico-économique, il faut qu'il fasse de sacrées avancées pour le patient derrière. Nous, une chirurgie, enfin, si on évite une chirurgie avec 10 séances de kiné, on est à un rapport de 1 pour 20, quoi, quasiment. Donc, c'est pas compliqué. On a réussi à se vendre. Il faut qu'on réussisse à se vendre. C'est plus ça, quoi. Je vais finir par ma question que je vais poser à chaque fois maintenant, parce que la dernière fois, avec Julien Louis, on s'était posé cette question et je trouvais que c'était super rigolo. Je te donne une baguette magique et tu as le droit de revenir en arrière. Et je vais te demander donc 2 choses. Qu'est-ce que tu changes sur ton parcours professionnel à toi? Et qu'est-ce que tu changerais dans les décisions qui ont été prises sur la profession? Alors, dans mon parcours professionnel à moi, quand j'ai été au lycée, j'avais eu l'occasion de faire un échange au Canada pour apprendre à parler anglais correctement et de faire 1 an au Canada. J'ai refusé. Là maintenant, je le referai. Ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps et économiser beaucoup d'énergie. Donc là, moi, je reviendrai sur ça et je changerai ça de manière à avoir gagné. Ça me ferait quasiment gagner 2 ans sur mon parcours. Donc, et faciliter beaucoup les choses par la suite. Donc je ferai ça. Et pour la profession, la réforme qui a été faite là pour les études, je la mettrai 20 ans en arrière. Ah, ça serait cool. Ou 30 ans en arrière. Ça, nous, on l'aurait eu en plus. Et nous, on l'aurait eu. Et ça aurait été cool. Ok. Merci beaucoup. De rien. C'était un peu plus long, mais c'était vraiment passionnant. Je pense que les gens auront eu des réponses sur MDT. Et donc, on te retrouve très souvent, que ce soit sur des congrès, sur des séminaires donc, de MDT. Il faut que j'en parle d'ailleurs. Si tu m'autorises. Bien sûr. Il y a le congrès de la FMCK là, cette année qui va avoir lieu, qui est un congrès pour le coup. Donc là, lourd. Ah oui, c'est costaud. Ouais. Là, c'est du bon. C'est quand? Ce sera les 24, 25 et 26 mai à Poitiers, au Palais des Congrès du Futuroscope. Donc on a loué une grosse salle en partenariat avec le CHU de Poitiers, avec l'unité Rachis, le laboratoire de recherche et le CHU. On aura des intervenants de très haute qualité avec des chirurgiens. En fait, le thème du congrès, c'est la pluriprofessionnalité dans les soins. Donc on va avoir des chirurgiens, des rhumatos, des médecins généralistes, des kinés, un sociologue. On n'a pas réussi à avoir une infirmière pour venir nous parler d'éducation thérapeutique, mais bon, ce sera peut-être pour la prochaine édition. Mais bref, on fait venir vraiment des intervenants différents, de différentes nationalités. On a vraiment, par exemple, on va faire une table ronde sur le traitement conservateur, avec à la table le chef de service du rhumatologie de Cochin qui sera présent, le chef de service de l'unité Rachis de Poitiers. On aura l'ancien éditeur en chef de la revue Spine qui sera à la table, et avec un kiné spécialisé, un kiné MDT qui publie beaucoup en ce moment sur les radiculopathies. Et le tout piloté par le chef de service de chirurgie orthopédique du CHU de Poitiers qui fera la modération de la table. Enfin, on va avoir du gros lourd. Il va y avoir Marc Lastel, pour ceux qui connaissent, qui va venir, donc qui est un kiné néo-zélandais qui a fait énormément pour la profession. Il va y avoir la nana qui l'a encadré dans sa thèse, donc Angela Cadogan, qui a fait les mêmes travaux de recherche mais sur l'épaule. On va avoir un médecin qui va venir, un médecin généraliste qui est spécialisé dans l'addictologie
et qui va venir parler de l'entretien motivationnel et de la manière de communiquer avec les patients. La sociologue de la douleur qui va venir parler de tout ce côté sociologique de la douleur qu'on n'a pas forcément. Il va y avoir les présentations des résultats de la FMCK, il va y avoir des traitements de patients en live, il va y avoir donc des présentations très académiques dans la salle plénière, mais également en parallèle il y aura systématiquement 2 salles de TP avec des TP d'1h30 avec l'objectif d'avoir quelque chose à ramener au cabinet dès le lundi. Donc, et vous allez avoir plusieurs gros spécialistes mondiaux qui vont venir faire des choses comme ça, et une salle de traitement de patients en live, en continu. Il y aura du traitement de patients, du TP et de la... Ouvert à tout le monde, pas que aux praticiens. Ouvert à tout le monde. Et je mettrai tous les liens, je pense. Par exemple, il y a ma frangine qui est généraliste et qui va venir au congrès. J'ai une pote qui est plus pneumo et neuro qui va venir pour tout le côté éducation. Donc il y a possibilité de... Enfin, ça va être un vraiment gros congrès, ça va être un super événement. Mois de mai, The Place to Be. Ouais. Et le prix n'est pas super cher. Le repas est compris dans le prix de repas du midi. Et en plus de ça, ils aiment bien manger. Et en plus de ça, vous avez une réduction pour Futuroscope le dimanche. Ah putain, c'est bien. C'est bien. Je suis mon commercial. Ok, donc cette année, est-ce qu'il y a d'autres choses à annoncer où tu seras présent, d'autres congrès Là, cette année, non, je me calme un peu parce que là, je vais avoir la thèse, je vais avoir tout le début de la thèse à me taper. Il faut que je me mette, et si le dossier est accepté, donc la rédaction de tout le dossier là, qui est encore en cours, et si c'est accepté, il va falloir que je me remette à jour en ingénierie et en biomécanique. Donc ça va me prendre un peu de temps. Là, va falloir... Donc tu vas être bien occupé dans tes projets. Ouais, là, ouais. Ok, donc je mettrai tous les liens, que je peux en commentaire. Merci beaucoup. Et puis, du coup, à plus tard. Et puis, ouais. Et puis, c'est parti. Et à une prochaine. Merci à toi. Merci à toi aussi.